Salut à tous, comme d'habitude partagez et laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet ou en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Mais si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre, vous y gagnez un badge, des emotes et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, critique du deuxième DLC de Valhalla, le siège de Paris. Je dis deuxième et pas dernier parce qu'étant donné le petit teasing qu'il y a eu récemment, il se pourrait qu'Ubisoft propose un troisième DLC explorant d'autres royaumes de la mythologie nordique. Après un DLC sur la colère du bug, il y a quelques mois, avec un gameplay et une map pas mal répétitive au final et une histoire totalement aux fraises, est-ce qu'Ubisoft a réussi à délivrer un DLC plus ambitieux dans le gameplay, plus intéressant dans son histoire? Eh bien je vais vous répondre tout de suite, en commençant bien sûr par le gameplay. Alors je vais d'abord aborder les points négatifs en commençant par parler de la map de ce DLC. On est sur une map qui clairement veut proposer pas mal de régions, grandes villes de l'époque autour de Paris, mais qui je trouve personnellement échoue totalement dans sa proposition. L'échelle géographique est totalement disproportionnée dans le mauvais sens. Melun est bien au sud de Paris, la distance vis-à-vis de la map sur AC est tolérable, mais par exemple par rapport à Évreux et surtout Amiens, c'est pas mal une blague je trouve. Amiens est plus proche de Paris qu'Évreux alors qu'en vrai c'est l'inverse. Je chipote vous allez me dire mais j'ai vraiment pas mal été déçu par cette map. Son paysage aussi, hormis la plage de la région d'Évreux qui est vraiment un bel endroit, le reste de la map n'est vraiment pas fou. À un endroit ils t'ont mis des fleurs rouges vifs là, histoire de dire ah t'as vu on a mis ça ici, c'est différent par rapport à d'habitude. Ouais d'accord, ok Ubisoft, ok, vous avez mis des fleurs rouges, super. Alors les points de rébellion, un nouvel élément de gameplay totalement inspiré de celui du commerce dans le DLC des druides, il est même moins intéressant d'ailleurs, parce qu'au lieu de conquérir des territoires pour ensuite avoir des rentrées de ressources pour commercer et ainsi augmenter notre niveau dans le commerce, là on a un système dit de rébellion, où Pierre nous donne des quêtes toutes pétées, pourrites, qui sont exactement les mêmes quêtes journalières qui nous donnent Reda dans le jeu de base, nous donnant ainsi à chaque fin de contrat un point pour augmenter notre niveau de rébellion, mais aussi nous donnant de la monnaie pour augmenter notre petite armée de rebelles. Que ce soit éliminer une cible précise, tout un régiment ou seulement récupérer un objet, une lettre spéciale, tu le fais en étant épaulé sur place par des rebelles justement, qui soi-disant se battent contre les soldats francs. Avec nos points on peut augmenter le nombre de soldats de notre côté. Pour faire simple et plus parlant, en gros on les améliore comme on améliore des soldats dans les Age of Empires. Tu augmentes leurs dégâts, tu peux leur donner de nouvelles armes, etc. Et du coup perso j'ai fermé ce système à l'infini parce que je me suis dit tiens peut-être que ce système va servir plus tard dans le récit, dans l'histoire du DLC, et qu'on pourrait aussi pourquoi pas finir par pouvoir les appeler comme on pouvait appeler nos apprentis assassins dans Brotherhood pour nous épauler. Eh bien non, j'ai vite compris que ce système n'allait servir absolument à rien, si ce n'est nous donner un gros objectif de farming histoire de rallonger la durée de vie de ce DLC. Du coup, hormis ce système de rebelles et les habituels coffres, armures, mystères et artefacts à prendre sur la map, le seul apport qui pour le coup fait vraiment plaisir, c'est les 3 QG assassins, donnant 3 clés pour gagner une nouvelle épée, et j'y reviendrai sûrement dans les points positifs. Comme pour le DLC des druides, dans ce siège de Paris, on ne retrouve même pas leur log, ce qui est totalement honteux. Leur log dans Valhalla, c'est un peu comme le Gwent dans The Witcher, et même ça Ubisoft s'en balance complet. Ce qui est illogique, c'est eux qui l'ont inventé après tout. C'est un petit jeu sympathique qui permet de souffler un peu entre les centaines de PNJ qu'on a éclaté à la chaîne lors de missions, c'est le moment de chill de Valhalla quoi. Mais non, pas d'horloge. En revanche, nous proposer du Assassins of Plague Tale Innocence, ça ils ont su l'ajouter au gameplay. Encore une fois, Ubisoft s'inspire fortement d'autres jeux à succès pour proposer de nouveaux aspects de gameplay chez eux. Sauf que comme d'hab, c'est nettement moins bien. On est dans un univers viking où on est Dieu le Père en personne, mais une vague de vulgaires rats dans Paris, impossible de les tuer, rien ne marche. Tout ce qu'on peut faire c'est les éloigner en mettant des coups dans le vide. Je pense que ça aurait été plus logique de pouvoir les trancher mais augmenter le nombre de rats par exemple. Fuir les rats ou les faire se déplacer avec une torche en feu pour passer un niveau c'est bien dans Plague Tales, parce que la majorité du gameplay de ce jeu est tourné autour des rats justement. Mais apporter ça à Assassin's Creed avec les mêmes contraintes, hormis casser les couilles pour pas grand chose, je vois pas vraiment l'utilité. Mais le pire des points négatifs, c'est Paris, c'est le fameux siège de Paris. Dans l'idée de cette histoire, venir épauler des alliés dans la prise de la ville de Paris, ça paraît bien fun. Je me souviens bien que l'annoncement de ce DLC me donnait très envie, parce que j'imaginais Paris être entouré par plein de gardes et des murs qui nous forceraient à s'infiltrer dans Paris pour avancer dans l'histoire, y venir assassiner des ennemis ou chercher des indices, ou lettres permettant d'accélérer la fin du siège de Paris. Je m'attendais
m'attendais vraiment à ce que l'aspect infiltration revienne en puissance. Mais encore une fois, non. Paris, t'y rentres mais comme tu veux, et dans la ville tu peux te balader librement à quelques zones près. Alors que bon, merde, dans le tout premier Assassin's Creed, pour rentrer dans une grande ville, il fallait s'y infiltrer, tu rentrais pas comme tu voulais. C'était vraiment impossible de travailler ce siège, de lui donner un réalisme qui fait qu'on ressent vraiment le siège justement. Hormis les phases de mission principale avec les quelques cinématiques pour appuyer un peu l'action, bah t'y crois pas du tout à ce siège de Paris. Essayons de parler positif dans le gameplay, même si bien évidemment il n'y a pas grand chose de positif malheureusement, mais l'élément qui fait extrêmement plaisir, c'est le retour des objectifs d'assassinat, avec vraiment un environnement et des éléments annexes qui tendent vers une approche qui nous replonge clairement dans une nostalgie des premiers jeux, avec à disposition plusieurs façons d'accéder à l'assassinat, tout ça faisant beaucoup penser à Unity bien évidemment. Le problème dans le fait de ramener à nouveau l'aspect infiltration dans Valhalla, c'est que c'est pas vraiment optimisé en fait. Non seulement à quoi bon se faire chier à infiltrer un endroit si on est Dieu le Père, et puis surtout c'est lié à des ennemis qui a l'air de ne pas y être vraiment adaptés par rapport aux anciens jeux. Alors on y gagne dans le sens où les PNJ sont moins crédules et nous repèrent un peu mieux, c'est du coup moins facile qu'avant sur certains points mais clairement moins punitif. Si tu te fais gauler par un garde, ton seul échec si tu te fais repérer serait de ne plus pouvoir être discret et devoir raser toute la salle, niquant ainsi potentiellement ton effet de surprise pour assassiner ta cible si elle n'est pas loin de l'action. Je savais d'avance avant même que le jeu Valhalla ne sorte que ce DLC du siège de Paris permettait le retour de l'infiltration. Mais le problème c'est l'exécution. Dans l'idée et sur le moment tu kiffes, t'es enfin de retour sur un gameplay qui fait vraiment assassin. Mais encore une fois, c'est mal foutu. Et puis on est un viking, dans l'histoire de base, on a refusé d'être un assassin. Donc tendre vers un gameplay qui nous tient, tu peux jouer un assassin mais t'en es pas vraiment un. Et les clés, parlons des clés. J'en ai ras le cul des clés. Je crois que c'est durant l'attaque en mode siège de Paris, quand on doit infiltrer la baraque où se trouve le guerrier franc Eudes, qu'on doit trouver au moins 3 clés pour avancer, ou alors c'est avant d'affronter Charles. Quoi qu'il en soit, les clés me sont vraiment devenues insupportables à force. À travers le jeu de base et ces 2 DLC, c'est vraiment trop. Exactement comme pour les portes barricadées depuis que la compétence de saut n'éclate plus le bout de bois derrière la porte. Mettez-nous des clés et des portes quand c'est pour des pièces ou endroits vraiment importants, avec un loot vraiment rare ou plus important pour l'histoire. Mais là non, dans la grande majorité des cas, c'est pour de simples trésors à récolter. Et moi qui voulais parler du positif, je reviens toujours à finir par trouver du négatif à souligner encore. Et enfin, l'aspect vraiment sympa de ce DLC, ce sont les 3 bases d'assassins à découvrir en renfermant encore une fois des clés, mais cette fois-ci pour un loot vraiment important et rare. Alors moi elle m'intéresse pas cette nouvelle arme, mais pourquoi pas, elle est quand même belle. J'ai kiffé quand Eivor ouvre la porte avec le logo de la confrérie, j'ai vraiment ressenti de vieilles vibes comme quand avec Ezio dans sa trilogie on allait dans les tombeaux d'assassins par exemple. Tout ça pour dire que globalement le gameplay de ce DLC est vraiment pas ouf. Ubisoft tente des choses qui ne passent pas, recycle des aspects de gameplay d'autres jeux et même de leur propre DLC précédent pour ajouter du temps qui ne sert absolument à rien durant l'histoire. J'aurais aimé que le retour de l'infiltration et des QG assassins relève complètement le niveau de ce DLC, mais ce n'est pas le cas. L'énorme défaut de ce DLC dans son histoire, sa narration et dans tout ce qu'on nous montre ou nous fait faire est totalement aux fraises. On est sur le DLC du siège de Paris et j'ai eu l'impression de faire un siège destiné à capturer une vieille ville de campagne toute pourrite, perdue dans le fin fond de la France. Tout est dans une échelle si petite qu'on n'a vraiment aucune immersion dans ce qui est censé être un siège, aussi historique et riche que celui de la ville de Paris par les Vikings. On parle avec 2-3 seigneurs pour négocier, chercher une solution avec eux ou se battre contre eux, et c'est tout ce qu'il y a comme enjeu. À aucun moment durant l'histoire, j'ai ressenti une forme de grandeur dans le récit. C'était franchement trop mou et pas du tout à la hauteur de l'événement. Comme je vous disais plus tôt, je m'attendais vraiment à un siège compliqué autour de Paris. Des missions annexes à faire en dehors des murs de la ville et à l'intérieur pour faire avancer les enjeux politiques. Et pourquoi pas lier ça au conflit assassin versus templier, avec un Eivor au milieu qui doit faire le choix de s'allier à l'un ou à l'autre. Mais il n'en est rien. L'aventure du siège de Paris débute avec l'arrivée d'Ottokar et Pierre à Ravensthorpe. Pour faire court, ils nous proposent de rejoindre leurs forces contre le roi de Francie, car ce dernier pourrait bien finir par venir s'en prendre aux terres d'Angleterre. Que donc les aider maintenant éviterait cette possible invasion. Eivor décide alors de les accompagner, avec pour objectif de convaincre le roi fou Charles le Gros de ne pas s'en prendre à l'Angleterre. C'est dans cet esprit que personnellement dans mes choix de dialogue, j'ai été plusieurs fois en désaccord avec Siegfried, le leader du siège de Paris basé à Melun. On débarque dans une Francie où Eivor se trouve d'un côté avec un frère viking assoiffé de sang-franc, bien trop impulsif et revanchard pour qu'on lui laisse les rênes, et de l'autre, un roi Charles
le Gros, qui bien couvert à la discussion et au marché pour limiter la casse, est ultra manipulateur et indigne de confiance, avec bien sûr au milieu quelques ennemis qui se mettront sur notre passage. Si au début de l'histoire on peut sentir que ça monte crescendo pour offrir un final sympathique, dès le milieu du DLC, je savais que la conclusion serait décevante. Et quand est venu le moment du siège de Paris, de l'offensive avec Siegfried contre une ville de Paris protégée par Eudes, j'ai bien eu la confirmation de ce que je pensais avant que la mission ne se lance. Le DLC de Paris n'est qu'une fraude et son soi-disant siège est un énorme pétard mouillé. Le plus énorme des pétards mouillés que j'ai jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo. C'est juste honteux. Ah oui, durant le siège même, ça pète de partout comme pour un gros assaut dans le jeu de base, mais c'est le siège de Paris quoi. C'était censé être mémorable, long et avoir une certaine difficulté. Mais non, tout au long du récit, à aucun moment on sent que Paris est ultra protégé. À aucun moment on se dit que le moment du siège de Paris sera compliqué puisqu'on rentre et qu'on ressort de Paris comme bon nous semble. Durant le siège, la mise en scène de l'action te fait croire que c'est épique, on te fout des catapultes qui bombardent de partout l'endroit où l'action se passe, mais c'est pas assez grandiose. Et il est là le problème. Ce DLC propose un événement culte de l'histoire des Red Vikings, mais les moyens mis en œuvre pour lui donner vie dans Valhalla ne sont pas du tout à la hauteur. On n'y croit pas à ce siège de Paris, on le ressent pas. Et pour couronner le tout, après ce faux siège de Paris, on finit par tuer notre grand allié Siegfried parce qu'il a trop soif de gloire et de sang franc, laissant Toka prendre les rênes de Melun et concernant Charles le Gros, qui d'ailleurs, je le souligne, a la voix française de Geralt de Rive dans les Witcher, on conclut la relation par un gros combat de boss, et ce, peu importe si tu lui remets ou pas son fils après le siège. En gros, c'est encore le jeu qui te donne l'illusion que tes choix influent sur l'histoire du jeu, alors que pas du tout. Ça change juste certaines phrases pour un résultat qui est le même. Eivor tue Charles le Gros, laissant le champ libre au comte Eudes pour reprendre la place du roi de Francie. Eudes qui donc accepte de ne pas venir attaquer les terres d'Angleterre. Et comme dirait Tintin, tout est bien qui finit bien. Eivor rentre à Ravensthorpe embrasser sa bien-aimée Randvi. Ah, et en parlant de ça, cette fois-ci dans ce DLC, niveau romance, on a l'opportunité d'avoir une relation avec un homme en la personne de Pierre, mais pas avec une femme. Dans celui des druides, c'était l'inverse. Pourquoi ne pas donner les deux possibilités à chaque DLC? Même si c'est pas grand-chose, c'est pour moi une petite preuve de plus que les gens derrière ces DLC sont des feignants, comme c'est pas permis. Comme vous pouvez vous en douter avec tout ce que j'ai pu dire précédemment, je n'ai vraiment pas apprécié ce DLC du siège de Paris. Avec Assassin's Creed Origins, Ubisoft avait réussi à nous donner un jeu de base juste excellent, relançant complètement la saga jeu vidéo avec deux DLC vraiment intéressants. Chacun des deux avait une proposition différente, mais ils étaient vraiment excellents dans les deux. Un DLC faisant suite à Origins avec Bayek concernant la naissance du Credo et ses débuts, pour ensuite un deuxième DLC nous plongeant directement dans la mythologie égyptienne. Avec Odyssey, le jeu de base nous a donné une histoire trop longue, où finalement on ne s'attache pas vraiment au personnage, en soi une histoire un peu fade, mais au moins les DLC rattrapaient ça, notamment avec le premier DLC de la lame, nous donnant une réelle histoire à Cassandra Alexios tout en reliant Odyssey et Origins, par sa descendance qui n'est autre que Aya aka Amunet. Et un deuxième DLC lui aussi plus fantastique, nous plongeant dans la mythologie grecque, tout en faisant malheureusement suite directe à l'histoire laissée en suspens avec Layla dans le présent à la fin d'Odyssée. On peut dire ce qu'on veut sur ces 4 DLC, ils sont bons, pas parfaits mais largement à la hauteur et proposant à chaque fois quelque chose qui est vraiment un plus, une vraie extension du jeu de base avec de la nouveauté. Sauf que là, la colère des druides et le siège de Paris ne répondent clairement pas à tous ces critères qui font selon moi de bons DLC. Durant la colère des druides, l'aspect mythologique celte n'est pas plus poussé que ça et son histoire très oubliable. Et là, avec le siège de Paris, on est sur une proposition vide, mais tellement vide, à comparaison de ce qu'a pu nous offrir Origins et Odyssey en termes de contenu dans leur DLC. Avec Valhalla, pour le moment, on est sur 2 DLC pas vraiment à fond dans la fantasy de la mythologie nordique. La raison, sûrement à cause du fait qu'on a déjà eu dans le jeu de base, qui est pour moi une erreur, encore une fois je le répète, mais imaginez qu'on retire les aspects principaux d'Asgard et Jotun du jeu de base, pour y mettre les événements de la colère des druides et le siège de Paris, en leur donnant une vraie dimension, pour ensuite nous relancer du fantastique dans les DLC avec plus d'Asgard et de Jotun, en donnant plus aussi de contexte autour des Issus nordiques, comme par exemple développer un peu plus Loki aka Basim. Ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres, qui aurait pu donner quelque chose de plus intéressant que ce qu'Ubisoft nous a vendu. Ces 2 DLC après Valhalla sont des suites honteuses, avec zéro intérêt, si ce n'est un effort nostalgique dans le gameplay de ce siège de Paris. Le sel doit parler encore. Avec les récentes news durant les conférences jeux vidéo de l'été, on a eu le droit à un trailer pour le DLC du siège, mais aussi un mini teaser de ce que serait un 3e DLC, qui serait cette fois-ci totalement fantastique et ancré dans la mythologie nordique avec le royaume Helheim. Ce DLC a plutôt intérêt à être au niveau
niveau et surtout beaucoup plus travaillé que ses deux prédécesseurs. A noter que si Ubisoft ose nous dire que ce DLC fera partie d'un deuxième Season Pass, ou alors qu'il faudra payer une trentaine d'euros ou même 15-20 si ce n'est qu'un seul DLC, eh bien ça sera un gros nom pour ma part. À moins que le trailer propose des choses qui me donnent vraiment envie de faire l'histoire du DLC, jamais je donnerai 1 euro pour ce DLC, c'est clair et net. Le jeu de base Valhalla est correct, l'histoire relance des choses et il y a un vrai intérêt à faire cet opus car c'est un bon épisode de la saga. Darby a fait ce qu'il a pu pour nous offrir enfin une bonne histoire, après des Unity et Syndicate à la ramasse sur presque tous les points, et un Odyssey héritier d'un grand Origins qui tente d'offrir quelque chose sans jamais créer un événement ultra marquant dans le présent. Après la proposition de Darby sur Valhalla, Ubisoft derrière vous en faites rien en fait. Vous pondez 2 DLC claqués au sol, vous nous donnez des événements festifs claqués au sol à chaque saison, même rien qu'avec un seul mini-jeu comme l'horloge, vous êtes incapable de l'étendre jusqu'à vos DLC. Vous n'en mettez pas dans les grandes villes. Même l'horloge, vous l'oubliez dans vos DLC. C'est grave quand même. Je suis un fan énervé. La saga mérite bien mieux. Si vous ne voulez plus faire de jeux assez, stoppez tout. Créez une nouvelle licence pour faire vos jeux pas finis, buggés à l'infini, et avec des graphismes honteux pour une époque comme celle des années 2020. Pour rappel, Red Dead Redemption 2 est sorti en fin 2018 et met à genoux AC Odyssey et Valhalla easy, sans effort. Oui, Ubisoft a écouté les fans vis-à-vis de l'aspect infiltration pour ce DLC du siège de Paris. Même si c'est pas parfait, ils ont tenté. Il s'agirait pour Ubisoft de se poser, de prendre du temps avant de revenir avec une suite à Valhalla. Le projet AC Infinity peut être un bon projet à développer en attendant un nouvel opus dans la saga, histoire de vraiment avoir une continuité et une logique dans l'histoire du présent et du lore globalement. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment dommage de partir de Valhalla sur 2 DLC très décevants et sans grands intérêts, alors qu'on finissait le jeu de base avec une vraie relance orchestrée par Darby McDevitt. C'est tout pour moi vis-à-vis des DLC de Valhalla. Si le 3e n'est pas payant ou a un réel intérêt, on se retrouvera peut-être dans plusieurs mois pour une vidéo critique de ce même DLC, Helheim. D'ici là, je vais quand même vous proposer d'autres vidéos sur Assassin's Creed en général, que ce soit à travers des théories, analyses, critiques ou news. Par exemple, j'attends énormément des news sur la série Netflix à venir sur la licence. C'est sûr que je vous en parlerai en vidéo. D'ici que tout ça débarque, n'oubliez pas, rien n'est vrai. Tout est permis.